Bonjour à vous trois, bonjour à vous qui nous regardez. Bienvenue dans cette table ronde qui va être un temps d'échange autour de l'orientation. Euh, D'où elle part cette table ronde? D'un constat. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place pour accompagner les élèves dans l'orientation, notamment avec les cordées de la réussite, qui sont là pour motiver ou inciter la découverte de l'enseignement supérieur. Mais il y a encore très peu de dispositifs à destination d'appui et de soutien pour les familles, pour les parents, sur le sujet de l'orientation. Euh, on l'a vu avec la JRES, donc la journée de refus, journée du refus de l'échec scolaire, pardon, euh, avec une étude au sein de cette journée qui a été organisée auprès de 737 parents en 2024 par la FEV, commandée par la FEV, qui nous apprend plusieurs choses. Première chose, les parents sont stressés et démunis sur le sujet de l'orientation de leur enfant. Il y en a 1 sur 2 qui nous disent qu'ils vont être aidés, qui veulent être aidés, qui nous témoignent d'une volonté d'aide extérieure. Troisième point, les parents, ils restent le premier interlocuteur de leur enfant sur ce sujet-là, de l'orientation. Et cette fois, avec le Centre national d'études des systèmes scolaires, on apprend que 80% des enfants parlent de ces questions-là d'orientation avec leurs parents. Donc c'est quand même un très gros pourcentage. Nous, à la FEV, nos actions s'articulent autour des parents de quartiers populaires. C'est le premier public d'action de la FEV. Et c'est un public qui est soumis, en tout cas qui est face à de fortes inégalités éducatives. Voilà, donc cette table ronde, ce temps d'échange entre nous va s'articuler autour de ça, ce contexte. C'est vraiment une volonté de s'interroger sur la manière de donner aux familles en fait de la place dans l'orientation de leur enfant. Et du coup, j'ai avec moi 3 intervenants experts dans leur sujet à différents niveaux. Niveau du coup du terrain, institutionnel et associatif. Donc maintenant, je vous laisse vous présenter. En quelques mots. Alors moi, je m'appelle Nadia Mousson, je travaille à l'espace service jeunesse au lycée Jacques Brel, où je suis là pour accompagner les jeunes et les familles qui habitent Saint-Fond-Vénissieux-Fézin à l'accès au droit. Je les accompagne dans les démarches administratives, surtout. Et je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle la Maison des Parents Symphoniards. J'habite Saint-Fond, donc en quartier prioritaire, voilà, en QPV. Je connais bien les familles qui sont en difficulté, entre autres que ce soit à Saint-Fond ou à Vénissieux. Donc j'ai quand même, et je suis parent d'élèves aussi, que ce soit à l'école ou au lycée. Voilà. Donc, je suis Gilles Bonnet, je suis professeur de littérature française et je suis président de l'université Jean Moulin Lyon 3, qui a un accord de convention avec le lycée Jacques Brel et qui intervient auprès de ce public lycéen. Et nous portons, sans entrer dans les détails à ce stade-là de nos échanges, mais nous portons une ambition et un plan d'action que nous avons intitulé La réussite partagée, avec voilà, la volonté de maintenir les exigences qui sont les nôtres et qui font l'identité de notre université, qui propose des formations exigeantes et reconnues comme telles, et de tenter d'ouvrir ces formations au public le plus large possible, en multipliant aussi des actions ponctuelles, comme on dit maintenant, d'aller vers, et pour insister sur la question de l'accessibilité des études supérieures. Voilà, c'est vraiment un ensemble de valeurs qui portent ce plan d'action et que nous essayons de déployer à l'échelle de l'ensemble du territoire. Bonjour, moi je m'appelle Eunice Mangado-Luneta, donc je suis directrice des programmes en fait à la FEV. Et sur cette thématique de la question des parents dans dans le champ de l'orientation, ça nous intéresse nous fortement à la FEV à 2 titres. D'une part parce qu'on n'est pas souvent présenté comme ça, mais la FEV est vraiment un acteur en fait au plus proche, au plus près des familles populaires, puisque dans notre principal programme historique qui est le mentorat, la grande majorité en fait, de ces mentorats se déroule à domicile, ce qui fait que les étudiants qui s'engagent à la FEV sont en proximité très très forte et régulière avec les familles de milieu populaire. On a mis un petit peu de temps à conceptualiser ça et maintenant on l'intègre de plus en plus. Et sur la question de l'orientation, en fait, on a décidé de mener, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, des actions spécifiquement sur la question de l'orientation en intégrant ce sujet des parents à la fois à travers le mentorat, dans une approche individuelle à domicile en lien avec les familles et sur d'autres actions plus collectives, notamment tout un programme d'action qu'on a appelé Démo Campus qui rejoint vos problématiques de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Très bien, merci.
Alors Nadia Mousson, on va commencer avec vous. Du coup, on le rappelle, vous êtes présidente d'une association de parents d'élèves, vous-même parent d'élèves. Comment se sentent les parents face à ce sujet d'orientation? Est-ce qu'ils ont des craintes Oui. qu'ils vous partagent souvent, j'imagine? Est-ce qu'ils se sentent assez informés? Informés, mais pas forcément, pas assez informés. Ils se sentent complètement démunis, j'allais dire, perdus, parce qu'en fait, tout a changé. Ce qui existait, j'allais dire, à notre époque, a complètement changé aujourd'hui. Du coup, les parents, et alors encore pire pour les parents qui habitent, comme on dit, les QPV, les quartiers prioritaires. Et là, l'orientation est complètement, j'allais dire, subie par les élèves, souvent. Du coup, c'est assez compliqué. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus. Il y en a. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'informations. Hein, ce serait mentir. Il y a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas encore assez poussé. C'est pas encore assez poussé, surtout sur les choix d'orientation. C'est pas encore assez, je trouve. Voilà. Et du coup, Ça inquiète énormément. d'accord. Quel est le rôle dans tout ça de vos associations sur ce sujet-là? Alors, je vais parler de mes deux étiquettes. Alors, sur l'aspect du travail à l'ESJ, donc on reçoit pas mal de partenaires qui viennent parler, entre autres le CIO, qui est quand même un partenaire emblématique quand même, qui vient parler d'orientation auprès des jeunes. Par exemple, là, le 15, on reçoit le CIO pour parler du poste 3e. Donc, auprès des familles. Donc, maintenant, c'est de mobiliser les familles pour qu'ils puissent venir discuter et avoir des échanges sur l'orientation après la 3e. Maintenant, c'est le challenge, c'est de les faire venir, ça c'est sûr. Ensuite, comment parler de l'orientation? Enfin, moi, pour ma part, avec les familles que je reçois dans mon association, on en parle. On parle d'orientation. C'est inquiétant. Le choix des établissements aussi est inquiétant. Certaines familles ont envie de sortir j'allais dire, de Saint-Fond, de Vénissieux, mais bon. Alors, ils ont envie et pas envie. Ils ont envie de sortir, mais il ne faut pas que ce soit trop loin. Et la mobilité aussi est un sujet contraignant, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop loin, parce que les parents sont inquiets, et les jeunes n'ont pas trop envie d'aller trop loin. Et en fait, ils ne se donnent pas la possibilité d'élargir leur champ de vision. Et ça, c'est vraiment aussi un problème dans l'orientation. D'accord, merci. Eunice, du coup, peut-être en prenant l'objet de la journée du refus de l'échec scolaire de 2024 et l'enquête sur la parentalité qui a été réalisée dans ce cadre-là, comment la FEV, elle se saisit de cette question du soutien à la parentalité? Alors, peut-être déjà, je voudrais dire que la question de l'orientation est un sujet pour toutes les familles et tous les parents. C'est vraiment, dès qu'on a des enfants, c'est évident que tous les parents ont envie que leurs enfants aient une vie meilleure, et a fortiori ceux qui ont déjà une vie qui peut sembler difficile. Donc, de fait, ça, c'est vraiment une constante. Après, les parents sont plus ou moins préparés. Donc, juste, tu as donné quelques chiffres de l'enquête qu'on a menée. C'était 700 familles vraiment issues des quartiers prioritaires. Et c'est intéressant déjà, avant de parler de leur rapport à l'orientation, de voir leurs conditions, leur disponibilité déjà pour ce rapport à l'orientation. Donc c'est beaucoup des familles qui sont de milieux très modestes. Il y en a 40% qui sont avec des revenus inférieurs au SMIC. Il y en a 36% qui sont en fait des foyers monoparentaux. Il y en a 56% qui ont en fait 3 enfants et plus. Donc, il y en a beaucoup qui travaillent à des horaires décalés, etc. Donc, déjà, sur la question si toutes ces familles ont envie que leurs enfants réussissent et une bonne orientation pour avoir une bonne vie, elles sont déjà dans des conditions matérielles de disponibilité et d'acculturation par rapport à l'écosystème un petit peu très, très complexe, hein, il faut le dire quand même, du champ de l'orientation, qui est déjà... qui les fait partir d'un petit peu plus loin dans la course à l'orientation. Pour autant, ce qui explique d'ailleurs, il y avait eu une enquête de la DEP il y a quelques années qui montrait qu'à note égale, les élèves, en fait, dans les familles de milieux sociaux défavorisés, étaient orientés vers des filières beaucoup moins sélectives, beaucoup plus courtes, etc. Bon. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout ça,
On avait fait aussi il y a quelques années une enquête à JRES, Journée du réflexe scolaire à la FEV sur l'orientation, et qui montrait que pour les enfants, 88% des adolescents, des enfants, au moment de l'orientation, discutaient en premier lieu avec leur famille. Là, on parle des enfants accompagnés par la FEV, c'est-à-dire des enfants de milieux défavorisés. Donc on parle des parents dont je viens de vous parler auparavant. Donc on voit bien qu'ils ont un rôle décisif et ils ne sont pas préparés. Ce qui fait qu'en fait, si on veut travailler sur cette question de l'orientation, c'est impossible de travailler en mettant de côté les parents parce que c'est les premiers prescripteurs quelque part de l'orientation de leurs enfants, à qui les enfants vont poser des questions et qui n'ont pas forcément les réponses. Donc il faut les accompagner. Et nous, donc à la FEV, voilà, déjà le principe de base qu'on pose, c'est quelque part le droit à une orientation choisie, quel que soit son milieu d'origine sociale. Et je dirais qu'en fait, on est dans un système scolaire en France où ce qui est insupportable dans notre système, c'est que finalement, comme c'est la performance scolaire qui va en fait vous autoriser à être décisionnaire de votre orientation, quelque part, nous, on milite pour que, quelles que soient les performances scolaires d'un jeune, ça ne lui octroie pas ou ça ne lui enlève pas son choix, en fait, en fait ses choix pour la vie. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faut à la fois pousser cette espèce de plaidoyer, mais en même temps en étant réaliste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire de fausses promesses. On a beaucoup de parents de milieux populaires qui, en fait, parfois, à l'inverse, se projettent sur des espèces de fantasmes. C'est un peu le truc de, voilà, mon fils, il sera avocat, médecin, parce que c'est des grands signes de réussite scolaire, mais ça ne correspond pas en réalité à la complexité des offres de formation. Donc, il faut travailler à informer, c'est ce que vous avez dit, madame. Il faut travailler à informer, il faut travailler à donner un aperçu réaliste aussi de ce qui est possible, de pouvoir aussi valoriser une diversité en fait, de débouchés, de filières. Bien sûr, il y a la question du diplôme de l'enseignement supérieur, je pense que vous allez y revenir, qui est vraiment une protection pour les plus modestes, mais il y a aussi la question de la valorisation des filières professionnelles. En fait, en tout cas, l'idée est qu'on peut donner le choix du moment que c'est réellement un choix en connaissance de cause. Et à partir de là, on retrouve un peu de pouvoir d'agir. Ce qui est insupportable, c'est l'idée, en fait, et insupportable aussi pour les parents, c'est que pour certains enfants, ils n'ont pas vraiment le choix de subir l'orientation. Et juste pour finir et pour ne pas être trop longue, donc à la FEV, on a deux approches. On a l'approche individuelle avec le mentorat, dès le 4e, 3e. On commence à travailler un peu sur la projection déjà vers le lycée. Déjà, en termes de parcours, c'est déjà une grande complexité. Aujourd'hui, le lycée, les choix des filières. Dans le monde professionnel, les filières sont très différentes. Dans le lycée général, la question après des choix stratégiques de spécialité vont être aussi tout à fait stratégiques. Bon. Donc déjà, d'avoir des jeunes engagés à la FEV, ce sont beaucoup des étudiants, parfois des lycéens. On commence à travailler aussi sur le parcours d'engagement avec des mineurs, mais qu'ils soient lycéens ou étudiants, ils vont pouvoir témoigner là où ils en sont à des un peu plus jeunes pour leur faire découvrir de manière incarnée qu'est-ce que c'est que l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est que le lycée. Et ils vont aussi pouvoir avoir cette parole, la porter auprès des parents. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, je le disais, on a des actions plus collectives où là, voilà, je ne vais pas être trop longue pour ne pas faire un effet de catalogue, mais juste pour vous dire qu'un des trucs les plus forts, je pense, qu'on fait, c'est ce qu'on appelle les immersions. Dans un certain nombre d'universités, d'établissements d'enseignement supérieur. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, on a commencé à tester ça à Amiens. On le fait parfois sur une journée d'immersion où on prend des jeunes, des collégiens, des lycéens, on les emmène une journée à la fac. Et à Amiens, là, on a commencé à tester les journées avec les parents. C'est-à-dire qu'on prend des parents, qu'on emmène à l'université. Et on travaille aussi sur des objets très concrets. C'est-à-dire, ce n'est pas juste l'université, la découverte, mais c'est aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être étudiant ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mobilité, de coûts, l'accès aux bourses. Enfin, c'est des problèmes concrets qu'elles ont ces familles-là. En fait, c'est pas juste un problème d'évaluation, de manque de confiance en soi. Ça peut être ça, il faut travailler dessus. Mais puis après, des fois, il y a des obstacles matériels en fait, à l'accès à l'enseignement supérieur. Donc, c'est de tout ça, de manière très concrète, qu'il faut parler avec les jeunes et leurs familles, et leurs parents. Merci beaucoup. À votre tour, Gilles Bonnet. Du coup, on a vu, il y a des travaux qui sont menés à différentes échelles. Quel est le rôle de l'université là-dedans, dans cet accompagnement aux familles ? D'abord, vous avez tout à fait raison. Il y a un rôle de l'université dans l'accompagnement des familles. Je crois qu'il faut déjà poser la chose parce que ça ne va pas de soi. Historiquement, ça n'allait pas de soi. Et il ne faudrait pas concevoir l'enseignement supérieur et l'université en particulier comme le bout du tunnel
la récompense finalement d'un trajet difficile. On n'a pas encore prononcé le terme de Parcoursup, mais c'est, je pense, dans l'implicite de bien de nos propos. En réalité, l'université, elle n'est pas simplement un horizon pour les lycéens notamment, elle doit aussi être un acteur, effectivement, de l'orientation. Elle doit être active dans cette orientation. Et je rejoins tout à fait les diagnostics qui viennent d'être faits, qu'il s'agisse de l'autocensure de population, qu'il s'agisse de démocratisation ségrégative avec des filières où on a tendance à orienter de façon privilégiée certains publics. Donc notre rôle, il est, on le sait, l'une des premières inégalités sociales, c'est l'accès à l'information. Pour certains parents qui ont ce qu'on appelle un capital académique plus développé, c'est plus facile de transmettre des informations, de les tenir à jour aussi. Pour d'autres qui ont d'autres parcours, effectivement, les connaissances du système, elles datent d'il y a quelques années ou de quelques décennies, et puis ils ne sont pas en contact direct peut-être avec les enjeux. Donc je crois que notre rôle, je dirais que c'est aussi notre responsabilité, et si je peux parler au nom de l'université, on est un service public. Ça veut dire quelque chose d'avoir des missions de service public. Ça veut dire que notre rôle, il est là aussi. Il est effectivement d'apporter l'information. Alors on entrera peut-être ensuite dans le détail avec des actions ponctuelles et concrètes. Apporter l'information là où on sait qu'elle peut être empêchée, là où on sait qu'elle n'est peut-être pas suffisamment présente. Notre rôle, il est aussi de faire ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui et de le faire tout au long de l'année, c'est-à-dire d'entrer en contact avec d'autres acteurs. Une université, ça n'est pas une tour d'ivoire. Une université, c'est ouvert sur la cité, c'est ouvert sur la population, c'est ouvert sur les acteurs, notamment associatifs. Et je crois que là, on a des progrès à faire encore dans les rapports que nous pouvons entretenir avec tout ce réseau au plus près du terrain et des populations pour échanger nos pratiques, nos expertises et mieux travailler ensemble. Donc je me réjouis de cette dynamique. Et puis on a aussi un travail sans doute à faire au-delà de l'information, de l'accompagnement. Effectivement, là, dernièrement, on a mené des ateliers à l'université avec des parents et avec des étudiants. On s'aperçoit que le simple fait d'être accompagné dans la période Parcoursup, c'est déjà un gain apprécié pour beaucoup. Là, nous, on a travaillé par exemple, on a un dispositif qui s'appelle l'objectif Réo, pour réorientation, qui permet à des étudiants qui, au bout du premier semestre, en première année de licence, se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la bonne formation. Soit parce qu'ils se faisaient une idée de la discipline qui ne correspond pas à la réalité, soit, il ne faut pas se cacher, parce que Parcoursup leur a octroyé une formation qui n'était pas celle de leur premier choix. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'identifier ces étudiants, de rendre ce dispositif accessible, et on leur offre un semestre finalement de remédiation, de remise à niveau, qui est aussi un semestre en réalité de réassurance, où ils reprennent confiance dans leur capacité à être acteurs de leur orientation. Et là, par exemple, on les a accompagnés, du coup, ils repartent dans Parcoursup. Et cette fois, on les a accompagnés. Donc on a mis des personnels de l'université avec eux pour faire les lettres de motivation, choisir les filières, etc. Et tous nous ont dit que c'était vraiment un gain appréciable par rapport à leur première expérience où ils n'avaient pas eu la chance d'avoir cet accompagnement. Donc voilà, c'est un exemple ponctuel, mais qui témoigne bien, me semble-t-il, effectivement, de ce que notre action peut apporter si on identifie précisément là où elle peut être utile. Merci. Au sein de Lyon 3, il y a aussi un pôle réussite avec des actions qui sont labellisées, notamment un collégien audacieux ou séminaire lycée. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ces deux actions à nous partager ? Oui, c'est très important et je vous remercie de me donner l'occasion d'en dire un mot. Même si ça peut paraître paradoxal, je vais commencer par parler d'autre chose, mais j'y reviens. Il y a ces dispositifs estampillés cordées de la réussite et qui sont vraiment essentiels, portés par le pôle réussite, mais qui s'insèrent aussi dans un ensemble. C'est-à-dire je milite pour qu'on ait une conception de la réussite étudiante qui soit une conception globale et compréhensive. Et finalement, nous menons un certain nombre d'actions qui sont complémentaires,
les unes par rapport aux autres. Pour revenir à ces actions ponctuelles, effectivement estampillées cordée de la réussite, il s'agit d'aller au plus près, même de collégiens d'ailleurs, et de lycéens pour travailler, puisque l'appellation continuum bac-3, bac+3 est en train de devenir -5 plus 5 en réalité. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça s'arrêtera ou où ça commencera. Enfin, mais il y a une nécessité. Enfin, les études sociologiques montrent bien que les choix effectués ou subis dès le collège sont malheureusement pour beaucoup d'entre eux déterminants des orientations successives. Donc il y a une justification à allonger ce continuum. Et donc effectivement, nous allons auprès de certains publics de collège et de lycée pour apporter l'information, soit qu'elle se fasse par des personnels de l'université, soit que nous ayons des ambassadeurs étudiants aussi pour faire du pair à pair en quelque sorte, et apporter une information. On sait bien que les échanges entre jeunes, si le terme peut être pris de façon générique et générale, ont souvent une efficacité autre. Donc on essaie de jouer sur les deux tableaux, si je puis me permettre. On amène aussi des populations lycéennes chez nous, pour des pratiques effectivement immersives. Alors soit que ça entre dans des programmes nationaux, hein, comme la journée de l'enseignement supérieur, la JES, que nous on double par d'autres dispositifs spécifiques à Lyon 3, un jour à la fac, une immersion quasiment d'une semaine proposée à certains lycéens avec lesquels nous travaillons, pour effectivement aller au-delà de la plaquette présentant des formations, les présentant de façon très correcte, très complète, hein, voire exhaustive, ce n'est pas la question. Mais on sait bien, et je rejoins ce qui a été dit auparavant, qu'un choix d'orientation ne peut pas se faire simplement ni sur un écran de Parcoursup, ni sur une plaquette, mais qu'on a besoin d'échanger directement, de pouvoir répondre à des questions, de pouvoir aussi rassurer. Tout simplement. Mais alors rassurer, ce n'est pas de la méthode Coué, ça veut dire que derrière, il faut être présent pour accompagner les familles, accompagner les lycéens dans leur démarche. Donc on essaie effectivement d'avoir une batterie d'actions qui vont de l'action très ponctuelle, de sensibilisation, à des actions d'information plus au long cours, c'est-à-dire qu'on va suivre une cohorte de lycéens au fil de l'année avec des lycées avec lesquels nous avons des accords de partenariat pour intervenir de façon un peu perlée tout au long de l'année, parce qu'on sait bien que les préoccupations ne sont pas les mêmes en septembre, octobre de l'année de première ou de terminale, et au mois de novembre, décembre, là où ça se cristallise vraiment autour de Parcoursup et où les angoisses commencent à prendre vraiment forme. Et puis, on essaie aussi de jouer sur diverses modalités, je le disais, apporter de l'information. Mais ça, c'est, je dirais, le niveau zéro de notre mission. C'est aussi accueillir dans nos murs des étudiants, bientôt des familles, en collaboration avec la FEV. Et puis, c'est aussi, finalement, tenter un accompagnement en allant vers des publics qu'on ne touchait pas jusque-là, en essayant d'identifier des espaces dans lesquels on peut être utile et dans lesquels on peut apporter voilà, une expertise qui est la nôtre. Et ne serait-ce que, enfin, c'est ce qui m'avait frappé, si je peux me permettre de terminer par une anecdote un peu personnelle, lorsqu'on avait participé à une soirée de sensibilisation des familles, à l'université Lyon 3, avec d'autres acteurs, juste dire aux parents et montrer à des parents que c'est un avenir possible pour leur enfant. Voilà, juste ça. Moi, il y a des soirs où je n'entre pas plus dans le détail, dans la granularité de la formation, mais juste dire que, alors avec effectivement réalisme, hein, mais qu'être étudiant à l'université, c'est possible, c'est un horizon possible. Alors après, il faut mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour y parvenir. Ce n'est pas de la démagogie, mais il me semble important quand même de porter ce message. Merci beaucoup. Du coup, on l'a entendu, il y a des politiques, il y a aussi beaucoup d'efforts encore à mettre en place. Et du coup, je vous propose une mise en situation. Si vous, demain, vous pouviez pousser quelque chose en priorité, quelle serait-elle ? Qui veut prendre la parole ?
Alors, si je peux juste rebondir sur ce que vous venez de dire, là, moi, pour les entendre tous les jours dire, là, on était sur Parcoursup il n'y a pas très longtemps, ça, c'est pas pour moi, là, c'est pas pour moi, mais pourquoi c'est pas pour toi? Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'aller là? Ben non, je pense pas y arriver, non, c'est pas pour moi. Voilà, ils ne s'autorisent pas, ils se censurent, comme vous l'avez dit. Et donc, je pense que les journées d'immersion dans les facultés, dans les écoles supérieures, je crois que c'est vraiment très, très important. Et aussi pour les parents, parce que les parents aussi pensent que leurs enfants ne pourront pas y accéder. Enfin, ils y espèrent, mais Parcoursup fait très peur. Il ne sera jamais pris, il ne sera jamais sélectionné. Alors, je ne vous dis pas, la fin mai, début juin, ça va être l'angoisse pour tout le monde. Hein, très attendu par toutes les familles. Mais c'est vrai que l'immersion dans les établissements, et puis faire venir, comme on le fait, mais encore davantage, j'allais dire, pour parler des universités, que c'est possible que les jeunes des quartiers populaires peuvent aussi ont droit aux études, quoi. Et pas forcément qu'à des choix d'alternance ou voilà, de BTS ou d'alternance. Ils ont le droit d'aller aussi dans les facultés. Voilà. C'est aussi un lieu pour eux. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je remercie vraiment Gilles Bonnet. Moi, je rejoins complètement ce que dit aussi Nadia. Mais le triptyque, c'est un peu l'aller vers. Vraiment, pas attendre des familles parce qu'on sait évidemment que ce n'est pas forcément celles qui sont les plus éloignées qui viennent le plus spontanément. Donc, il y a un travail d'aller vers à faire. Il y a un travail d'accompagnement. Et il y a un travail d'incarnation. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, le fait d'aller rencontrer les familles dans le quartier et qu'un président d'université dise vous savez, vos enfants, ils ont aussi le droit d'aller à l'université. Je pense que sur le champ symbolique, qu'est-ce que ça produit comment c'est reçu par les familles, c'est très fort parce que c'est incarné, c'est parce que c'est un président d'université qui le dit. Et donc ça, je pense que ce type d'initiative, c'est vraiment très important. Je pense que c'est important aussi de travailler sur la question de la légitimité des parents parce qu'on l'a dit, c'est un peu la jungle, c'est complexe. Et je pense que déjà, l'idée que des parents qui n'ont pas forcément un grand capital scolaire peuvent quand même aider leurs enfants, tout simplement en étant là, en accompagnant aussi leurs enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup d'isolement quand on se retrouve tout seul face à Parcoursup. Donc je pense que l'idée de cheminer avec leurs enfants sans être forcément un coach d'orientation très technique, c'est quand même très important. Les aider à se repérer dans la jungle de l'information qui est très, très numérisée. Donc, je dis ça parce que je parlais tout à l'heure des barrières un peu concrètes. Je repensais à l'enquête qu'on a évoquée là, auprès des 700 parents. Dans ces 700 parents, il y en avait un quart qui disaient qu'en fait, ils n'arrivaient pas à maîtriser l'outil numérique en général et par exemple Pronote. Donc ça, typiquement, aller chercher de l'information, aller sur les bons sites, aller s'inscrire sur Parcoursup. Déjà que c'est complexe pour tout le monde, mais alors pour ce noyau dur-là des 25% qui va les aider. Donc ça pose la question de l'accompagnement. Et ça pose la question aussi de ne pas se satisfaire du tout numérique. Je pense que, vous l'avez dit, l'accompagnement humain, l'incarnation, c'est aussi quelque chose qui fera la différence. Et puis, nous, il y a une approche aussi très, très concrète, mais je sais que quand on fait des ateliers ou des choses autour de Démocampus, c'est très fort ici sur le pôle lyonnais. Je pense qu'il y a une attention particulière quand on s'adresse aux parents à pouvoir rendre vraiment les choses efficaces. Et je vais vous prendre des exemples tout bêtes, mais si on organise une réunion, être sûr que ce sera aux bons horaires. S'il y a des parents, et rappelez-vous tout à l'heure des 36% qui sont des familles monoparentales, c'est-à-dire des femmes seules avec les enfants, qui peut-être ne peuvent pas venir parce qu'en fait elles ont des enfants en bas âge, ça peut être intéressant de juste faire gaffe à proposer un petit système où elles veulent avoir une garderie. S'il y a des problèmes de barrière de la langue, un truc tout bête, par exemple, qui sait le nombre de fiches de l'ONICEP qui sont traduits dans un nombre exceptionnel de langues. On s'en était rendu compte il y a quelques temps à la FEV. Maintenant, on a intégré l'information et nous, dans les familles qu'on accompagne, par exemple, c'est des choses qu'on valorise. Et les familles ne le savent pas, alors qu'il y a des outils. Mais en fait, on est vraiment, on bute là sur des éléments très concrets d'accès à l'information, à la bonne information, etc. Donc, cette idée de prendre les familles là où elles sont,
de les accompagner, d'aller les chercher, de les amener, de les accompagner humainement, de les légitimer. Pour moi, c'est un peu le cadre pour faire ce travail et être efficace pour accéder à une orientation choisie pour les jeunes des milieux populaires. Voilà. Je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit à ma droite comme à ma gauche. Nous, notre positionnement, il est d'essayer de consolider les dispositifs existants. Donc là, ça veut dire essayer d'aller chercher des moyens. On connaît malheureusement la situation actuelle des universités françaises et le manque criant de moyens. Il serait bon que l'accessibilité de l'enseignement supérieur redevienne une priorité des politiques publiques et nous permette de jouer pleinement le rôle que nous avons à jouer et que nous souhaitons en réalité jouer. Et ça demande effectivement que des moyens y soient consacrés. Ça demande aussi que dans la jungle de l'information, peut-être des tris soient faits, parce que ce qui existe aussi, et si vous avez arpenté les allées du salon de l'étudiant, vous l'avez constaté, il y a quand même beaucoup d'officines privées à but lucratif qui ont vu le jour sur cette angoisse de Parcoursup, précisément, et qui utilisent cette complexité réelle de Parcoursup pour tenter de séduire des familles ou des lycéens qui justement se sentent désarmés face à ce système-là. Et il est de la responsabilité de nos tutelles, et je crois que c'est en train d'être fait, d'effectuer un tri parmi les offres de formation pour aussi donner accès à une information plus ciblée et plus efficace. Au-delà de ces éléments, je crois que nous avons des dispositifs à déployer, davantage que nous ne le faisions auparavant, dans l'allée vert, typiquement. C'est-à-dire que nous sommes présents, évidemment, dans les salons d'étudiants, nous sommes présents en ligne. Nous accueillons aussi beaucoup, nous faisons comme d'autres établissements, une soirée dédiée aux parents, juste avant Parcoursup précisément, fin novembre, début décembre, où on invite tous les parents qui le souhaitent, évidemment avec leurs enfants, et puis on le retransmet maintenant sur Internet pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, où là on présente tout ce que nous faisons à Lyon 3, nous répondons à toutes les questions qui nous sont posées, de la plus matérielle sur Parcoursup à la plus abstraite sur le sens même d'une formation, par exemple. Et ça, c'est très important, on y tient beaucoup. C'est une soirée qui mobilise un certain nombre de services d'orientation, de formation dans notre université. Et puis, peut-être le dernier point que je voudrais soulever, c'est qu'il me semble qu'il y a des dispositifs qui ne sont peut-être pas très coûteux et auxquels nous pouvons contribuer. Il me semble qu'ils relèvent de la coordination. Je pense qu'à l'échelle du rectorat, par exemple, de l'académie, puisque le rectorat il est à la fois côté éducation nationale avec collège et lycée et côté enseignement supérieur, on a des actions à mener pour que nous, universités et enseignement supérieur, nous soyons plus en lien direct avec la réalité de l'éducation nationale, avec la réalité des lycées et des collèges, mais aussi pour que nos associations étudiantes, à Lyon 3, on a 100 associations étudiantes et elles portent des projets de mentorat, de tutorat, d'aide aux devoirs, etc. Pour que ces associations soient peut-être mieux associées, pour que des associations externes soient également partie prenante et contribuent à cette action-là. Et il me semble que si on arrivait à avoir une action davantage et mieux coordonnée avec une pluralité d'acteurs, pour identifier d'abord des actions qui seraient utiles, des territoires qu'il faudrait également investir, je pense qu'on aurait là une efficacité accrue, simplement en se mettant autour de la table, donc ça ne coûte pas beaucoup d'argent, parce que je crois qu'il y a des volontés partagées qui existent. Il y a ce désir, à la fois du côté institutionnel et du côté des associations, du côté des familles, du côté des étudiants, des élèves, de contribuer à une action commune. Donc je pense que cet effort de coordination, c'est peut-être un horizon qu'il nous faut poursuivre. Merci. Un dernier mot peut-être pour un mot de ressenti sur cette table ronde, sur ce temps d'échange,
un mot libre. Qui veut commencer? Moi, je veux bien y aller. Bon, merci déjà parce que c'est tout à fait heureux de vous entendre et en particulier la défense d'une université qui se sent responsable aussi de l'orientation, y compris des jeunes de son territoire et les plus fragiles. Pour nous, c'est important. Mais ça nous fait très chaud au cœur de l'entendre, donc ça, c'est bien. Et je conclurai juste sur un mot que je n'ai peut-être pas assez dit, mais évidemment, pour la FEV, ce qui est important dans toute cette mobilisation, c'est la place des jeunes et la question de l'engagement des jeunes et comment l'engagement des jeunes est utile, est un levier efficace en termes de lutte contre les inégalités d'orientation. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'avoir éclairé mes lumières, en fait, parce que je me dis que maintenant, je sais que l'université est accessible et que je pourrais le diffuser aux jeunes. Merci à vous, à la FEV, parce que j'ai toujours plaisir de vous recevoir, de recevoir Julie à l'ESJ, et j'aime beaucoup travailler avec vous parce que c'est toujours plaisant. Il y a toujours plein de jeunes qui sont là. Vous apportez beaucoup d'informations à nos jeunes et je trouve que ça très très bien. J'espère qu'on continuera. Merci. Simplement me joindre aux remerciements qui viennent d'être prononcés. Je crois que c'est important aussi qu'on ait ces temps d'échange et que ces messages puissent passer largement. Je crois qu'il ne faut rien négliger. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, on peut se lancer dans de grandes campagnes, dans de grandes politiques publiques sur l'égalité des chances, la réduction des inégalités sociales, et c'est très bien de le faire, d'y mettre des moyens et d'y réfléchir ensemble. Et puis il y a aussi des petites actions de terrain où on est 10 à une soirée dans une MJC et on va toucher 3-4 familles. Mais moi j'estime que la mission de l'université de service public, c'est aussi ça. C'est la raison pour laquelle Lyon 3 s'y emploie et je m'en réjouis. Et je terminerai simplement par, si vous me le permettez, hein, mais ce n'est pas un slogan, c'est un nom de plan d'action. Voilà, la réussite partagée. Ce que nous essayons de déployer, ça veut englober un petit peu un certain nombre d'éléments, je crois, que nous avons eu l'occasion aujourd'hui d'évoquer. Très bien, c'est à mon tour de vous remercier pour votre présence et cet échange qui était très intéressant. Vous pouvez retrouver la vidéo en intégralité sur YouTube et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.